aujourd'hui Sophie Gosselin et David G. Bartoli pour leur ouvrage Habiter, donc la condition terrestre, habiter la Terre en commun. Donc ils travaillent tous les deux actuellement sur les problématiques de l'anthropocène, des droits de personnification de la nature et du biorégionalisme. Ce qui, disons, est une manière un peu générique de présenter leurs activités. Alors, Sophie et David, dans votre livre La condition terrestre, vous analysez comment l'arène politique moderne est parvenue à s'instituer, d'abord en soumettant ou excluant les femmes, les ouvriers, les paysans, les peuples indigènes et les racisés. Pourquoi vous avez entrepris ces voyages et ces enquêtes dans différents lieux du monde où vous êtes allés à la rencontre de ce que vous appelez les présences invisibles, ces êtres non humains qui nous parlent par leur silence, parce que, comme l'anguille ou le saumon, ils sont dans un tel état de vulnérabilité qu'ils ne savent plus comment continuer à habiter la Terre. Selon vous, c'est ce à partir de quoi nous devons penser et réapprendre à faire commun, en s'émancipant des institutions relatives à la condition de l'homme moderne et en tenant compte des différentes manières d'habiter en monde au pluriel. L'écriture de ce livre visait à donner des éléments théoriques, pragmatiques et épistémologiques pour dessiner les futures lignes d'une cosmopolitique selon des perspectives décoloniales, interspécifiques et écoféministes, et pour réinventer des manières d'appartenir à une communauté de destin portée par des êtres et des relations multispécifiques et par des identités partagées. Votre livre porte l'ambition fondamentale d'imaginer et d'accompagner l'émergence de ces mondes naissants, ce qui n'est pas rien. Parmi les outils conceptuels qui sont opératoires dans votre livre, j'en ai sélectionné 5 qui me paraissent déterminants et c'est pourquoi je souhaiterais que vous les explicitiez pour nous aujourd'hui. Alors, si vous pouvez nous parler d'abord du concept ou de la notion de géopouvoir qui prolonge l'ambition moderne de maîtrise de la nature en la réduisant à sa version sécuritaire et économique. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette notion de géopouvoir? Alors, le géopouvoir, c'est un concept qui commence à être développé par des philosophes, historiens. Donc nous, notamment, on est en dialogue autour de ce concept-là avec Christophe Bonneuil, mais aussi Federico Luisetti. Et donc, ce concept, il se forge un peu dans la continuité des réflexions de Michel Foucault sur le biopouvoir. Le biopouvoir, c'est quoi? C'est, un mode de gouvernement qui, selon, Foucault, selon la généalogie que propose Foucault, se développe à partir du XVIIIe siècle, qui vise en fait à gouverner les populations, pour justement les rendre plus productives, c'est-à-dire pour créer les conditions de leur mise au travail. Donc, on pourrait dire que c'est la face obscure du projet, politique moderne, hein. Il y a le versant, de la révolution, qui se met en place avec tous les idéaux, les droits de l'homme, et de l'autre côté, c'est la mise au travail des corps qui s'organise dans le système, dans l'économie, capitaliste. Mais pour ça, il faut tout un appareillage, tout un ensemble de dispositifs, disciplinaires, et de gestion des populations pour justement organiser cette mise au travail. Donc, heu, donc il y a vraiment cette idée-là qui prend naissance. Donc nous, on s'est intéressé notamment, on a dialogué notamment avec le travail d'Aliénor Bertrand, qui elle propose une autre généalogie de la biopolitique en la resituant plutôt dans le processus de colonisation. C'est-à-dire que c'est toutes les premières techniques en fait de mise au travail des corps au service de la nation, ça va d'abord s'expérimenter dans les plantations, à l'occasion de tout ce processus colonial. Et donc nous, on trouve que assez pertinent cette généalogie, ça remet en perspective autrement. Et du coup, nous, on serait aujourd'hui, l'idée du géopouvoir, c'est qu'on serait dans une nouvelle étape. C'est-à-dire que le biopouvoir s'applique encore essentiellement à des populations humaines. L'idée, c'est comment gérer l'environnement pour rendre possible cette mise au travail, donc gérer l'environnement dans lequel travaillent par exemple les esclaves ou les ouvriers, toutes les questions d'hygiène, de démographie, tout ça, ça participe de la biopolitique.
mais le but, ça reste, enfin, l'objectif cible, hein, on pourrait dire, hein, l'objet du gouvernement, hein, c'est les populations humaines. Aujourd'hui, tous les dérèglements climatiques, toutes les instabilités croissantes, il y a un nouvel enjeu qui se met en place de gouvernement, c'est qu'il faut gouverner des écosystèmes. Et c'est là où on bascule sur le mode qui est plutôt celui du géopouvoir. Et là, c'est gouverner les systèmes avec en ligne de mire l'idée que c'est l'ensemble du système Terre qu'il faut envisager comme un objet de gouvernement. Avec toutes les métaphores qui vont aller avec, ça va être l'idée que la Terre est comme un vaisseau spatial qu'il faut apprendre à piloter. Donc ça, c'est une version très caricaturale, mais qui existe. Mais ça va être toutes les techniques, par exemple, aussi de géo-ingénierie, où ça va être toutes les formes d'intervention, de gouvernementalité par le haut, qui vont imposer des réglementations globales pour à chaque fois gérer euh, ces populations et ces écosystèmes. Et donc, ce qui est problématique dans le géopouvoir, c'est que ça repose sur un rapport de domination, puisque justement les populations qui sont gérées, les écosystèmes, sont considérés comme des éléments passifs et que c'est le gouvernement qui, sous l'égide d'experts, va organiser le gouvernement, justement. Va organiser la gestion, la maîtrise, et va impulser tout un ensemble de dispositifs, dont aujourd'hui un des dispositifs clés du géopouvoir, c'est les technologies numériques. Donc, vont être ces technologies qui vont permettre justement de concevoir les écosystèmes comme précisément des systèmes presque de données euh, qu'on peut maîtriser. Donc c'est ça en fait, c'est là où il y a un rapport de domination qui s'installe. C'est le but, c'est essentiellement encore la mise au travail des corps, humains et non humains, pour toujours s'inscrire dans cette logique d'augmenter la production. Donc c'est tout aussi une politique extractiviste en fait, mais qui va se donner les apparences d'une certaine forme d'écologie. C'est ce qu'on appelle le capitalisme vert. Donc ça, c'est le premier aspect de domination. Puis le deuxième aspect, c'est que c'est une manière aussi de déposséder en fait les habitants des territoires dans lesquels ils vivent en leur imposant toujours des espèces de politiques globales sur lesquelles ils n'ont aucune prise puisqu'ils ne sont que des données au final qu'il s'agit de manipuler et de gouverner. Et pour préciser, justement, c'est un des éléments, effectivement, on va dire, dans l'ouvrage aussi, c'est de nommer, effectivement, gouvernementalité anthropocénique, la capacité d'une gestion planétaire de l'ensemble du vivant. Et entre autres, si on peut donner comme ça des dates un petit peu particulières, on va dire que 1930, par exemple, le fait de pouvoir génétiquement modifier les plantes pour justement en mettre un brevetage, ça veut dire que là, on s'accapare le vivant à la racine, à la base, dans le processus même du devenir vivant et de ce que l'on sait du vivant, c'est-à-dire en fait quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et donc là, c'est la tentative à la base de maîtriser le vivant en le produisant. Deuxième chose, le brevetage, c'est une manière aussi de donner une économie, de la valeur économique à tout le vivant. Donc ça va commencer par l'OGM, effectivement, des plantes, puis par l'OGM animal. Le fait de généraliser la capture des flux de biens, mais aussi du vivant, par les satellites, entre autres, et la captation de data pour en faire une production massive de données de traçabilité. Et là, ça nous revient un petit peu à l'enjeu de l'ouvrage, parce que ça revient un petit peu à la condition de l'homme moderne de Hannah Arendt, où justement elle dit quelque chose est en train de basculer, c'est l'arrivée dans le ciel du satellite. C'est-à-dire qu'on devient vraiment hors sol, on se déterrestre pour de bon, si on peut dire. C'est-à-dire que jusqu'alors, on pouvait le fantasmer, d'aller sur la Lune, d'aller en dehors de Terre, que nous étions emprisonnés dans nos corps et dans la cage terrestre. Et maintenant, ça y est, le satellite dit, on imagine de s'en sortir. Et au moment où on se sort de la cage terrestre, en fait, on est en train, effectivement, de tenter de maîtriser tout ce qui, du vivant, peut échapper au pouvoir des hommes. Et donc là, c'est ce qu'on appelle gouvernementalité anthropocénique, c'est ce moment-là. Et pour ne pas rester dans cette capture généralisée, c'est un petit peu la tentative qu'on essaie de faire, et là par rapport à la question de l'anthropocène, c'est de nommer effectivement un temps géologique
c'est-à-dire où l'impact humain par la production industrielle et par d'autres facteurs, vient impacter tellement la Terre que ces lois physiques, si on peut dire, changent et heu et donc les affaires humaines vraiment, heu, pensent pouvoir maîtriser les lois physiques. Ce qui était auparavant, impensable, d'où la possibilité pour l'homme de penser pouvoir avoir une économie libérale, c'est-à-dire toute liberté, pour œuvrer à la D'accord. maîtrise de la matière, du vivant et des conditions aléatoires. Suite à ça, justement, bah, c'était l'anthropocène est un mot, on va dire, en négatif pour marquer ce qui nous impacte et on avait besoin quelque part, nous, d'imaginer, bah, justement son envers, c'est-à-dire positivement, qu'est-ce qu'il nous faut récupérer? C'est-à-dire une temporalité que la modernité a évacuée, a mis un peu dans l'obscurité, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la géomémoire. C'est-à-dire la Terre porte une mémoire très longue dans lequel on s'inscrit, que Darwin nous a tout simplement rappelé, hein, en disant bah, il y a bien une évolution dans laquelle les corps s'inscrivent, mais on a tendance à oublier pour se fictionner. Et donc la géomémoire, c'est une manière de dire en fait, on va se réinscrire dans les temps de la Terre. Comment se réinscrire dans les temps de la Terre, alors que le projet de politique, justement moderne, c'est d'imaginer, toujours une transformabilité de l'horizon et cet horizon, on l'a nommé progrès. Et là, quelque chose est en train de tomber, c'est le progrès. Donc comment on s'oriente? Avec quel temps on travaille? Et la géomémoire, c'est aussi une certaine manière et c'est pas rien qu'effectivement ça soit, Fressos et Bonneuil, historiens qui se soient attelés à cette question de l'anthropocène en tant qu'historiens, parce qu'ils voient bien aussi, suite aussi à Foucault, c'est la question même de l'histoire qui est en train un peu de sombrer quelque part. C'était un peu le projet moderne qui nous permet de comprendre, de baliser notre manière d'agir sur le monde et là, la Terre impacte notre histoire. Et donc là, il faut réimaginer les conditions de notre inscription sur Terre, dans le temps et dans l'espace. Donc c'était ma la deuxième notion, celle de géogène, où les temps historiques se mêlant aux temps géologiques et mythographiques et qui permet de repenser les temps de notre condition terrestre. Donc David, tu en as un peu parlé, mais je veux bien que vous redéveloppiez un petit peu ça, notamment la question mythographique que je trouve intéressante, hein, convoquer les mythes là. Donc est-ce que vous pouvez, réexpliciter un petit peu là-dessus? Alors cette idée du géogène, c'est justement pour, proposer un récit alternatif à celui de l'anthropocène, qui place encore l'humanité en maître, en position de maîtrise, dans cette histoire, qui est encore au centre de la scène et du récit et qui reconduit aussi, le schéma d'une temporalité linéaire qui s'inscrit dans le prolongement de cette temporalité historique. C'est-à-dire la conception même de l'histoire, hein, si on regarde sur un plan philosophique, hein, l'histoire, elle naît avec, la modernité. Vous voyez, l'idée qu'on s'inscrive dans un temps qui est celui de l'histoire, c'est-à-dire un temps sur lequel l'homme, il a une prise par ses actions, il a une prise politique. Donc là, nous, à quoi on est confronté aujourd'hui avec, les catastrophes écologiques, dérèglements climatiques et ben, c'est que en fait, ce temps, il nous échappe. C'est-à-dire que maintenant, c'est nous qui sommes, pris dans les soubresauts de la Terre et dans les ce qu'on découvre, en fait, c'est qu'on est des êtres terrestres, qu'on ne peut que s'inscrire dans des temps terrestres. Donc la question, c'est il y a un renversement de perspective où c'est plus l'homme qui est aux commandes et qui va, définir le temps, à venir, mais plutôt comment il serait inscrit dans les temps qui le précèdent et c'est ça donc dans cette géomémoire et ce qu'on appelle, et cet événement en fait qui nous arrive, on l'appelle le géogène. Alors géogène pourquoi? Parce que, le géogène c'est précisément dire alors on n'a justement pas voulu reprendre scène, le terme scène qui renvoie encore à une période. Non pas qu'il y ait pas des périodes, mais c'est dire là, on a affaire à un événement et qu'est-ce qui nous dit cet événement? C'est que la Terre, c'est pas simplement un globe, ou un ensemble de ressources, c'est une puissance génératrice de vie et de manière, d'habiter. Et donc comment prendre acte de l'irruption de cette puissance génératrice, d'où cette idée de géogène. C'est à nous maintenant de nous réinscrire dans ce temps. Mais alors faire face à l'événement, ça suppose que un événement, c'est précisément ce qui échappe
au temps chronologique, à la possibilité de reconstituer une histoire comme une espèce un ensemble de rapports de cause à effet. L'événement, c'est, ce qui va interrompre, le système des causalités et donc là, quand on a affaire à un événement, on peut plus, être simplement dans une lecture historique. C'est là que vont naître, il y a besoin d'autres types de récits, d'autres types de paroles pour prendre, en charge cette dimension événementielle qui va réveiller justement toutes ces strates de géomémoire qui nous constituent et qui d'une certaine manière se réveillent. Et ça, c'est précisément, ça correspond au temps du mythe. Le temps du mythe, c'est quoi? C'est le temps de la création, c'est le temps d'émergence. Et donc c'est là où nous on dit le géogène, ça ouvre un autre rapport au temps dans lequel se croisent le temps historique et le temps mythique, c'est-à-dire ce temps qui prend en charge la question du passage, la question de la transformation, la question de la métamorphose et surtout l'événementialité qui peut ouvrir du nouveau, qui peut permettre une réinvention des mondes. Donc c'est ça pour nous cette idée du temps, comment le géogène en fait renverse complètement notre manière de penser, le temps et comment l'humain, on s'inscrit dans, ces temps terrestres. La deuxième chose peut-être à préciser effectivement à travers Géogène, c'est que, c'est un temps plutôt du recommencement en fait. C'est les choses peuvent de nouveau recommencer, régénérer. Faut pas le prendre comme une création, ex nihilo. C'est quelque chose doit reprendre ressource, si on peut dire, dans des temps passés pour se réinventer. Donc c'est vrai que ça ouvre un temps cyclique en fait. Et cyclique pourquoi? C'est que le géogène, c'est une manière de dire un petit peu après Stengers, Gaïa réagit aux assauts des hommes et donc nous-mêmes étant ces corps-là, des corps terrestres constitués, nous sommes nous-mêmes blessés en fait, par ce qui arrive à la Terre. Nous sommes ces corps terrestres, hein, il ne faut pas mettre la Terre extérieure à nous-mêmes. Nous sommes des corps terrestres. Donc nous sommes blessés. Et donc la Terre aussi dans ses blessures, elle va devoir justement essayer de se soigner. Et se soigner, c'est revenir sur des blessures historiques profondes que l'homme a pu commettre et donc revenir entre autres effectivement sur les grandes guerres mondiales où l'homme pensait que avec la bombe atomique, on pouvait faire disparaître non seulement l'humanité, mais même la Terre. On peut revenir effectivement sur la révolution industrielle, dont on met souvent la cause de l'Anthropocène, les grandes plantations coloniales, mais aussi plus largement ce qu'on appelle la fin de l'Holocène climatique, et encore plus loin, les 65 millions d'années de la cinquième extinction d'espèces, puisqu'on nous serions une sixième extinction d'espèces massive. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur un temps aussi assez démesuré. Donc, la mythographie, c'est quoi? D'après Ernesto de Martino, qu'on a été lire, c'est au moment où il y a des rituels collectifs qui, face à une situation qui nous ébranle tellement, eh bien la situation c'est quoi? C'est soit on fait la politique de l'autruche, on ne veut pas voir, ou on est climato-sceptique si on peut dire, soit on l'affronte, mais dans ces cas-là, il va falloir réenfronter un nouveau récit, et dans ces cas-là, c'est des rituels, et entre autres, lui, il étudie les rituels de pleurs en Italie. Pourquoi? Pour déshistoriciser. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, c'est tellement terminé, oui, on appelle toujours la fin de l'histoire, il y a quelque chose qui se bloque, eh bien, la mythographie, c'est-à-dire, bon, face à ce blocage, il faut réinventer, non pas du neuf, mais avec des choses qu'on allait sûrement laisser de côté, qui nous permettraient de retrouver des fils et de retisser aujourd'hui notre histoire avec le vivant. Donc, ça serait ça le géogène. Comment retisser ensemble une histoire avec le vivant. Alors, euh, juste pour revenir sur Gaïa, hein, Mmh. quand on parle de Gaïa, donc c'est en dialogue avec, Isabelle Stengers, Bruno Latour, qui ont, remobilisé, cette appellation en fait qui nous vient de la mythologie grecque, hein, pour nommer, la terre et et donc là, on est sur un plan qui est mythographique, qui est celui du récit justement. C'est-à-dire comment on fait face, non pas simplement à un dérèglement climatique, mais à quelque chose qui, avec ce dérèglement climatique, à quelque chose qui nous arrive, c'est un événement qui nous ébranle dans nos manières d'habiter le monde, dans nos manières de nous représenter en tant qu'humains. Qu'est-ce que ça veut dire être un humain sur Terre? Et donc là, on touche à des dimensions qui ne sont pas simplement géophysiques. On touche à des dimensions qui concernent la question du sens, comment on s'inscrit dans le monde, quel type de relation, dans quel type de relation on s'inscrit. Et ça, c'est des récits qui prennent en charge ça.
Donc ça rejoint ce que disait David, par rapport aux travaux de Ernesto De Martino, hein, donc cet anthropologue italien qui, s'était beaucoup intéressé à la question de la fin du monde et comment, des communautés essayaient d'affronter, la question de la faim, quand on a affaire à une destruction. Donc aujourd'hui, on est à ce niveau-là, mais à une échelle, mondiale. Donc la question, c'est comment on prend en charge cette question de la faim et lui, c'est ça qui et dans la dimension du mythe, c'était cette dimension-là qui était importante de déshistoriciser pour recréer une autre type de continuité à un autre niveau. Arrive à la troisième notion, qui est celle de l'agone. L'agone qui, je résume, ouvre la pratique de la démocratie directe à des formes d'expression autres que le mode discursif ou la seule parole. Ouais. Alors là, je vais peut-être rebondir justement à partir de Bruno Latour et de l'expérience qu'on a vécue nous, puisque nous sommes, sur la Loire, nous sommes ligériens et plus précisément à Tours et c'est là qu'est nées les premières auditions du Parlement de Loire et de ces premières auditions, justement, ça a été Frédéric Aït-Touati et Bruno Latour qui ont pris la parole les premiers et ça a été très important. Pourquoi? Parce que, Frédéric Aït-Touati vient effectivement de l'art de la scène et Bruno Latour, c'est comment recomposer une nouvelle scène du politique. Et ça venait effectivement reprendre en chantier sa proposition de parlement des choses, mais là à partir des vivants. Donc la question du Parlement de Loire, c'est: peut-on prendre en charge une autre manière de faire une scène politique depuis les vivants? Et puis Bruno Latour nous expose en disant: «Mais au fond, pour prendre en charge ce lieu, il faut un peuple». Bon, et Enfin, surtout, c'était si vous voulez personnaliser Loire, vous lui donnez une statut juridique de personnalité juridique, comme ça a été le cas sur le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande. Là-bas, il y a un peuple, il y a des peuples qui sont les peuples maoris, qui ont porté en fait ces revendications-là et qui les portent et qui en fait sont garants de ces revendications parce que ils se considèrent eux-mêmes comme étant peuple du Wanganui, c'est-à-dire peuple du fleuve. Donc la question c'était: «Mais est-ce qu'il y a un peuple de Loire, des peuples de Loire qui, peuvent porter quelque chose comme une personnalisation juridique?» Et c'est vrai que dans le cadre moderne, là où ça fait peuple, bah, ça a été justement, bah, l'invention d'un parlement où le tiers-état, entre autres, où des invisibilisés peuvent de nouveau prendre la parole. Personnes qui veulent annoncer une autre manière de faire peuple, et ça se passe souvent effectivement à l'aune du dialogue, de la parole, du contrat. Mmh. Et là, c'est vrai qu'une chose nous est apparue, nous, c'est une tension entre un parlement qui reste une chambre hors sol, si on peut dire, c'est-à-dire elle peut se trouver n'importe où, et le fait qu'on veuille donner à Loire un nouveau sujet par lequel on se sent, nos corps se sentent appartenir à Loire. Nous sommes ligériens, nous sommes un peuple de loups. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, mais alors est-ce que la nouvelle scène, c'est pas à l'intérieur d'un parlement, d'une chambre, mais le lieu même où l'on devient peuple, c'est-à-dire Loire, ou un autre bassin versant, le bassin versant rhodanien. Et à ce moment-là, c'est là où on a été obligé de remettre en chantier cette idée de peut-être pas un parlement, mais de repenser en termes de la Gaune, de repenser une nouvelle manière de repenser la scène des relations, mais là où nos relations s'exercent, c'est-à-dire situées dans un lieu et pour ce qui nous concernait, Loire. Alors en fait, il y a plusieurs gestes en fait quand on essaie de penser la Gaule. Il y a un, le fait de, remettre en question le dispositif de la politique de la représentation, qui est vraiment, le dispositif moderne, hein. Quand on regarde, par exemple, un des théoriciens majeurs de la philosophie politique moderne, hein, le premier penseur du contrat social, c'est Thomas Hobbes, qui va construire toute cette théorie autour du théâtre. La personne publique, il la pense à l'aune de la métaphore du théâtre. Donc c'est quoi? C'est en fait l'unité du peuple, ce qui fait peuple, c'est sa représentation dans cet espace, dans cette chambre noire qui est, par exemple, un parlement. Et donc, on voit bien que comme dans une chambre noire, hein, l'image qui fait unité, elle est, déconnectée, elle est décontextualisée par rapport au milieu, matériel, duquel elle provient. Fiction, en fait, c'est une fiction Voilà, construite. c'est une fiction. Et donc, d'ailleurs, d'ailleurs, ça rejoint l'idée du droit, hein, le droit aussi, moderne, hein, et même depuis les Romains.
se base sur cette idée de fiction et donc la possibilité de créer des fictions. Donc là, nous, ce qui nous semble, c'est que la première chose, c'est déjà remettre en question ce dispositif-là pourquoi? Parce que l'enjeu politique majeur, aujourd'hui, il est plus dans la représentation, il est dans les corps et comment les corps, ils habitent et ils cohabitent. Donc on peut plus être simplement dans un espace de représentation qui justement nous déconnecte de nos corps et qui va, vous voyez, tout le modèle même du sujet moderne, hein, c'est ce sujet conscient, rationnel, qui va faire passer un contrat, le contrat étant en fait un accord des volontés et des rationalités. Et donc qu'est-ce qui est complètement évacué? C'est le corps. Pourquoi? Parce que le corps, il est mis au travail au sein de l'économie. Alors que là, justement, à quoi on a affaire? On a affaire à précisément le fait, il y a d'une certaine manière, le géogène, hein, cette nouvelle époque qui nous arrive, c'est le fait que on est face à nouveau à nos corps et c'est depuis nos corps, nos existences corporelles et comment on existe avec d'autres corps, humains et autres qu'humains, qu'il va falloir repenser les manières de faire politique. Donc en partant des communautés habitantes. Quand on dit communautés habitantes, c'est-à-dire les territoires, dans ce qu'ils ont d'humains et d'autres qu'humains. Et c'est là où l'expérience du Whanganui pour nous était importante, surtout cet adage maori qui dit je suis la rivière et la rivière est moi. Et quand il crée une institution politique qui, elle porte quoi cette institution politique? Elle va pas représenter la voix des Maoris plus un tel. Non, le but de cette institution politique, c'est de porter, de mettre de rendre sensible et de prendre soin de la relation et de l'ensemble des relations qui forment ce qu'on appelle le corps territoire du fleuve. Et donc, du coup, ça veut dire que, vous voyez, déjà, on sort de l'espace de la représentation. Donc, on s'approche plutôt de l'idée d'une démocratie directe, c'est-à-dire qui est liée au territoire, où c'est les gens qui sont concernés et qui sont directement touchés dans leur corps par les inondations, par les destructions, les pollutions, etc. C'est Eux, eux qui sont concernés et qui donc ont droit à la parole et ont droit de parler. Mais c'est aussi, c'est pas que eux en tant qu'individus, c'est eux en tant qu'êtres relationnels. C'est-à-dire que l'existence de chacun dépend physiquement, hein, psychiquement, à tous les niveaux de l'existence des autres avec lesquels on cohabite, et ça à plusieurs échelles. Et donc la question, c'est comment créer un espace politique qui pense et qui mette en scène ces relations et non plus simplement des groupes d'intérêts qui s'affrontent pour défendre leurs intérêts contre les intérêts d'un groupe adverse. Donc c'est ça l'idée de la GON, c'est cette idée de comment on prend en charge des conflictualités qui vont être de plus en plus importantes, hein, autour des communs terrestres, que ce soit l'eau, la question de l'eau. On voit bien, hein, déjà, il y a tous ces conflits qui émergent. Donc comment prendre en charge les conflits qui vont émerger, mais là où ils émergent, sur les territoires eux-mêmes et en essayant de sortir de simples logiques de défense des intérêts, tel groupe qui défend ses intérêts contre tel groupe qui défend ses intérêts, en disant, mais au fond, c'est quoi les différentes chaînes relationnelles qui permettent la régénération des formes de vie sur ce territoire? Et est-ce que ces chaînes relationnelles, elles sont compatibles ou au contraire, elles permettent pas ou elles supposent en fait des conditions qui vont détruire? Par exemple, bah, si on vit le saumon, bah, il faut pouvoir permettre que le saumon y revienne. Donc, c'est quoi les conditions? Vous voyez. Donc, c'est tout ça, c'est ça l'agone en fait. C'est le décentrement sur les relations à même les territoires. sur la question de l'animisme, je pense qu'il y a à la fois des mésusages et des incompréhensions. Donc ça me paraît très important, de redéfinir, ce que vous entendez par là. Beaucoup d'enjeux Alors, là-dessus. animique, bah, ça s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire c'est pour dépasser cette opposition corps-esprit. Alors, pourquoi est-ce qu'on va chercher animique? C'est pas au sens de, on pourrait dire des caricatures qu'ont pu faire, certaines anthropologues de, l'animisme qui serait simplement la projection de l'esprit humain, sur, en fait, des entités inertes et que, en gros, des sociétés auraient projeté une vie, des principes de vie sur, par exemple, des pierres et cetera. Donc ça, c'est une caricature que des anthropologues comme Descola, Virosé Castro et bien d'autres, déjà, ont remis en question en disant: «Bah non, l'animisme, c'est beaucoup plus complexe, c'est bien une manière de faire monde, c'est-à-dire de penser les relations, d'habiter autrement les relations corps-esprit». Donc déjà, il y a cette chose-là, cette dimension-là. Mais nous, c'est pas en ce sens-là exactement, c'est vraiment au sens de revenir à repenser qu'est-ce que c'est l'animation.
Alors, ce qui est intéressant quand même dans les cultures animistes, c'est que souvent, elles ont une vision plus holistique. C'est-à-dire, le postulat du mode d'être n'est pas individualiste, comme c'est le cas dans notre conception moderne, hein, mais c'est plutôt des conceptions qui sont holistes, c'est-à-dire justement qui pensent les relations entre les êtres, sans pour autant nier la singularité de chaque être. Ça aussi, c'est une caricature qui a été faite par des sociétés individualistes de dire: «Ah mais si on est sur un mode holistique, alors on est dans la négation de l'individu». Ce qui en fait n'est pas du tout le cas dans la pratique. Mais ça, le fait de partir de l'holisme, ça permet de penser des formes de vie communautaires, beaucoup plus fortes et plus structurées, dans le temps. Alors que nous, on voit bien qu'on a du mal à faire communauté parce que l'ancrage individualisme est tellement fort que, bah, on a du mal à repenser, les relations. Et en tout cas, l'animique, pour nous, les relations animiques, c'est de dire on peut plus dissocier d'un côté, si on part des corps, hein, et de ce que ça veut dire être un corps, et ben, on peut plus dissocier entre la dimension physique, biologique, psychologique, spirituelle. C'est bien cet ensemble de dimensions, en fait, qu'il s'agit de prendre en charge dans les relations et qui font relation. Et l'animique, en fait, ça désigne tout ça. C'est-à-dire tout ce qui participe et contribue à donner vie à un corps territoire. Donc ça, c'est une chose. Et justement, on a appelé, nous, personnes terrestres, c'est-à-dire constituant les relations animiques, on va chercher justement à la ZAD en disant, effectivement, il ne faut pas non plus aller chercher les animistes bien loin. Et là, effectivement, on a fait à peu près le même cheminement que Descola et Pignocchi, en disant, bah, depuis la ZAD, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parler de Eh la bien, ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, de on est Notre-Dame-des-Landes. À force de cette fréquentation longue d'une forêt, Du bocage. d'un bocage avec effectivement une variation très importante puisque c'est une zone humide importante, et entre autres avec le fameux triton. Le triton n'est pas simplement un organe biologique, un être euh, biologique, c'est pas simplement un symbole d'une lutte, il fait corps avec ceux qui pratiquent, c'est un cohabitant de tous ceux qui pratiquent ce territoire de vie. Et à force d'être cohabitant, on se sent, ou on sent la part en soi euh, d'animalité au sens simple du terme, de quelque chose qui nous anime, qui En commun. traverse Mmh. l'ensemble des êtres, que ça soit l'arbre, le triton, l'eau qui est là, ou les cultures que l'on essaie d'y faire. Et donc, Il y a une animation commune du qui milieu, en fait. Et donc là aussi, c'est de dire, en fait, l'animique, c'est pas simplement sur une personne, c'est un territoire qui génère justement des relations dans lesquelles je m'inscris. Et ces relations, c'est pas des relations d'intention, des intentions de représentation. Et donc, relation animique, nous, dans la personne terrestre, on a dit, bah, à un moment donné, à force de se sentir appartenir, eh bien, on a eu cette espèce de personne chimère qui, effectivement, bah, on s'appelle Camille pour ne pas avoir de genre et ne pas se profiler individuellement. devant l'État qui demande de l'identité. On est triton parce qu'en fait, on devient petit à petit un être amphibie entre terre, eau, air, et on devient aussi bocage, c'est-à-dire pas un lieu, euh, je dirais, indistinct, anonyme, mais un lieu qui fait corps. Et donc, c'est ce qu'on appelle la copule chimérique, la personne chimère, Camille, Triton bocage, qui constituent les êtres qui habitent et fréquentent ce milieu. Et là, il y a une relation animique qui se dégage du milieu lui-même. Et c'est le milieu, on pourrait dire, un milieu vivant. Et aussi, ce qui est important dans l'ennemi, c'est du coup, et ça, c'est un peu le projet du prochain livre sur lequel on est en train de travailler, c'est que si on commence à penser le territoire comme un corps, un être vivant, une entité vivante, hein, bah, du coup, la question de l'animique, c'est ça, c'est-à-dire comment on soigne aussi ces relations qui permettent, qui font ce corps. Et du coup, ça, c'est dire qu'on considère le territoire lui-même comme étant animé, alors, et que cette animation se manifeste par différentes formes de vie, mais il y a bien quand même une animation commune qu'il s'agit de soigner. votre ouvrage, il s'est construit en fait en, il me semble, en 6 chapitres, hein, voilà. Donc peut-être que vous pouvez, reparler des apports fondamentaux de vos voyages.
de vos Hem, déterritorialisations? En fait, petit à petit, la structure du livre, on s'est rendu compte que les 6 chapitres correspondaient à une tentative de déconstruire un des piliers du système politique moderne. Donc on pourrait dire, le 1er, hein, sur, justement la question de la politique animiste, c'est-à-dire là, c'est sortir de la chambre noire de la représentation, pour penser la politique depuis les corps. Et donc c'est là où, c'est là où on s'est appuyé plutôt sur ce qui s'est en Nouvelle-Zélande, là, ce processus de personnalisation et de personnification, qui a eu lieu, donc sur le fleuve Wanganui, à partir des pratiques justement des peuples maoris et de leur manière d'habiter le fleuve, mais surtout aussi le fait qu'il y ait une hybridation, une tentative de rencontre aussi avec les descendants de colons, donc qui eux sont dans un paradigme moderne. Donc ce qui nous intéressait, c'est parce qu'en fait nous ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour transformer les institutions dont on hérite. Et donc c'est là où, on s'intéresse à toutes ces zones où il y a des tentatives de réinvention, des tentatives de transformation, en accueillant justement, d'autres perspectives qui avaient été jusqu'alors exclues. Pour nous, toute philosophie politique suppose une anthropologie. Donc là, c'est l'ancrage anthropologique, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être humain face, à la catastrophe, écologique. Ensuite, c'était, l'éco sur la Bolivie, c'est la question de l'État. Vous voyez, l'idée de remettre en question le fait qu'on puisse avoir un État écologique, en fait, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux cas boliviens, parce qu'ils ont fait une tentative, sauf qu'en Bolivie, en fait, bah, justement, ça a échoué, précisément parce que le dispositif étatique repose sur la coupure, corps-esprit. Donc je passe vite pour arriver justement à la Kaneki. Pourquoi la Kaneki? Enfin, peut-être tu pourras aller dessus. Bah, Ouais. en fait, pour problématiser rapidement, je reviens simplement pour problématiser. Quand Bruno Latour nous dit effectivement: «Est-ce que vous avez un peuple?» On voit bien que c'est posé dans le livre, justement, on a essayé de différencier 2 manières de faire sujet. Soit il y a un sujet qu'on dit un sujet de droit, et là on passe effectivement par le processus juridique, de personnalisation juridique, ou alors on en passe par un peuple qui se constitue ou qui s'est déjà constitué, ou qui est en train de réhabiter un milieu et qui devient communauté de vie ou fait peuple. Et à ce moment-là, on a appelé ça une personnification cosmopolitique. C'est-à-dire qu'un peuple porte un monde. Et là, on s'est rendu compte que dans le droit français, dans la souveraineté française, seul, dans la souveraineté une et Et absolue indivisible. et indivisible, seul un territoire a le droit d'avoir un peuple. Enfin, seule une Donc, communauté autochtone est reconnue comme peuple. toute la France, quand bien même elle a colonisé la plupart des coins du monde, ces personnes-là du monde qui n'ont rien à voir de notre histoire, les Kanaks, la Réunion, la Guadeloupe, La Guyane. la Guyane et bien d'autres, au fond, ne sont pas reconnus comme ayant eu, une histoire, un peuple et une communauté autonome avant d'être colonisés. Et il a fallu attendre, que, les conflits corses puis kanaks pour que la France accepte, avec quelque chose de vraiment d'exceptionnel, que les Kanaks puissent être un peuple et à ce titre revendiquent un monde. Et à ce titre, on a pu leur accorder aux droits civiques une souveraineté partagée il y a 55 ans entre la représentation juridique de l'État français par un juge et deux assesseurs Coutumier. coutumiers kanaks auxquels on accepte de repenser les coutumes locales et faire territoire. Oui, parce qu'en Et donc, fait, l'enjeu de faire peuple est un enjeu majeur pour revendiquer un monde et justement recomposer ce qu'on appelle, nous, une terre faite de plusieurs mondes. parce Donc qu'en le fait, peuple est important. en Nouvelle, Calédonie, donc il y a bien ce système, en fait, il y a un pluralisme juridique à l'œuvre, hein, entre, le système, du coutumier kanak, ça c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, c'est toute une autre manière de penser le droit, l'application du droit, qui part de la coutume, qui part des pratiques coutumières et qui essaie de coexister, cohabiter et de voir des zones de transfert, en fait, avec, le système du droit moderne. Donc nous, en gros, on est parti de ça en disant: «Mais en fait, c'est quoi la coutume? Pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi de la coutume dans le contexte, européen? Oui, il y en a eu, mais elle a été complètement justement, disons, délégitimée au profit simplement, du droit moderne et du coup, comment est-ce que ce pluralisme,
juridique peut trouver une traduction sur le plan politique en remettant en question l'idée de souveraineté une et indivisible. Et donc, c'est vrai que c'est tout un rapport au corps, à la conception, et le politique se fait pas du tout depuis la représentation extérieure, mais justement d'un voisinage. Alors avec ses défauts et ses qualités. Donc c'est pour ça que c'est important de voir comment on essaie de travailler sans cesse les conflictualités, non pas pour les opposer bloc en disant la modernité réfute absolument la coutume sait se réinventer. Mais quand la coutume s'expose effectivement à des situations où des femmes revendiquent des droits, et pour le coup, nos mères en ont fait les frais, c'est-à-dire qu'elles sont aussi parties et d'Irlande et de Corse parce qu'elles n'ont pas pu ou difficilement être des femmes, je dirais tout simplement, Émancipée. émancipées, et que ça a dû demander encore. Eh bien, c'est vrai que cette question de faire peuple, moi, pour tout vous dire, les premières fois où j'ai vu vraiment les femmes dans la rue, ça a été dans les années de plomb En en Corse. Corse, hein, entre 86 et la tuerie et le fait quand le préfet Erignac a été tué, pendant 10 ans, ça a été vraiment un carnage en Corse, hein, ça a été des gens. Et là, les femmes ont été dans la rue. Moi, j'ai vu sur les routes distribuer des tracts en disant arrêtez de tuer nos hommes, mais ça veut dire aussi arrêtez d'avoir une politique viriliste, machiste, et parce qu'en Corse, c'est quand même ça qui domine. Et Oui. c'est vrai que moi, ça m'intéresse de voir toujours ces rapports où effectivement il y a des situations où pour ne pas reconduire les dominations, par exemple, de l'État, eh bien, comment en interne on fait peuple en justement en essayant de remettre en question des paradigmes quand même effectivement peu émancipateurs. À la question corse ou kanak, une des choses qui nous a intéressés aussi, c'était de voir les limites de tout le projet d'émancipation nationaliste, Mm. des fronts Ouais. d'émancipation nationaliste, où en fait on voit bien, ils ont échoué en fait ces projets-là. Et du coup, c'était aussi prendre en charge cette histoire-là pour essayer de dire, bah, il faut dépasser l'horizon de l'État-nation. C'est là où ça rejoint toute une réflexion qu'on mène, notamment sur la question des peuples terrestres, ou aussi repenser les territorialités du politique, c'est-à-dire sortir du paradigme national et nationaliste, qui revient en force malheureusement aujourd'hui, pour justement repenser depuis les territoires, depuis les bassins versants, depuis d'autres dynamiques, depuis les cycles de l'eau, qui fait qu'on se réinscrit plus du tout dans les mêmes types de territorialité. Et donc, la question c'est, bah, il faut travailler en fait pour que, ce qui rend légitime un pouvoir, bah, en fait se transforme, se déplace. Et là, c'est toute la question des valeurs, de qu'est-ce qui fait valeur. Donc ça, c'est un travail qui est fait déjà, hein, qui est en train de se faire et qu'il faut poursuivre et continuer à faire. Et après, il y a un autre, aspect là, plus aussi, donc c'est un, il faut qu'il y ait des rapports de force, il faut qu'il y ait une transformation dans les valeurs, dans les représentations. Et l'autre aspect, c'est il faut créer des nouvelles institutions. C'est-à-dire que, en gros, pour nous, l'idée, c'est les institutions telles qu'elles sont. On voit bien, hein, dès qu'on rentre dans ces institutions existantes, des personnes, des fois très bien intentionnées, vont rentrer, je ne sais pas moi, vont devenir, vont travailler pour l'État, rentrer dans une institution étatique, et là, elles vont être petit à petit broyées. Et ça, quotidiennement, on le voit, elles sont broyées ou limitées dans leurs possibilités par cette espèce d'appareillage énorme qui est plus un dispositif de neutralisation des désirs et des possibilités. Donc, nous, on dit, ben, en fait, ces dispositifs-là, ils se sont construits avec une certaine vision du territoire, du rapport au territoire, du rapport au corps. Et ben, il faut créer d'autres espaces ailleurs. Donc, par exemple, ça va être de plus simplement penser des politiques, dire, bah, tiens, on va prendre la mairie ou prendre la région ou prendre l'État, mais on va faire émerger d'autres processus institutionnels qui partent d'autres lieux et donc d'autres valeurs, qui posent d'autres cadres de pensée, de pratique, et qui vont, eux, par leur création, Collégial. ben, créer, soit rentrer en rapport de force avec les institutions existantes, si elles ne respectent pas ces nouvelles valeurs, soit au contraire, bah, les transformer. Et l'idée, en fait, c'est de dire, bah, par exemple, quelqu'un qui va à la mairie et qui a envie de défendre ces valeurs-là terrestres, bah, il peut soutenir la création de ces institutions pour qu'à terme, en fait, bah, à la limite, il n'y ait même plus besoin de ces collectivités territoriales, parce que ce seront ces nouvelles institutions terrestres, à l'échelle des bassins versants, par exemple, qui vont être les véritables institutions légitimes. Donc l'idée, c'est ça, c'est de penser dans le temps en articulant différentes dynamiques
une question très, très technique qui est revenue sur la notion, alors dite biorégionaliste, de bassin versant. Si vous pouviez un peu revenir sur cette notion et à partir de milieu comme corps vivant. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu, bah, justement, depuis la question de Loire, c'est une manière de penser notre réinscription. Donc comme je vous dis, par exemple, c'est une différence majeure de se dire tourangeau, blésois, c'est-à-dire d'appartenir à une ville et pour autant tous les 2, par exemple, je suis natif de Blois et j'habite à Tours depuis 30 ans, donc je suis depuis 50 ans sur les bords de Loire, donc je suis, en fait, au fond, nigérien et en fait, depuis Loire, ma manière de m'interpréter n'est plus la même. Parce qu'elle m'oblige pas simplement à me rétracter dans un monde urbain qui se suffit à lui-même, mais à penser qu'effectivement, les anguilles, par exemple, que je pêchais il y a 40 ans, ne sont plus parce que depuis l'estuaire, parce que, depuis les barrages, parce que depuis les pesticides, eh bien, au fond, elles matérialisent le lien vivant est en train de s'amoindrir et de s'appauvrir terriblement. Et donc ce corps qui est, on va dire, poreux aux autres vulnérabilités change complètement ma considération et ça ouvre une autre politique. Jusqu'alors, les États-nations s'étaient construits sur la guerre en disant au fond, la guerre pourquoi? Bah, pour obtenir une nation indépendante. Ça me vaut la guerre hein, d'être indépendant, mais surtout de ne plus avoir une interdépendance ou une solidarité avec d'autres peuples, d'autres vivants. Et donc là, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut réinventer. Il faut réinventer une politique d'interdépendance et de solidarité avec les vivants. Et là, c'est effectivement des gens qui sont dans l'Allier, c'est-à-dire pourtant qui sont nigériens, et les gens de Nantes, ils ne perçoivent pas le même monde. Loire est fait de plusieurs mondes. Les gens de l'Allier, là, dans les premiers torrents et les premières sources, c'est pas du tout ceux qui s'exposent à l'océan. C'est pas la même façon de faire monde. Eh bien, même ça, comment on fait des mondes, ou non, ce qu'on pourrait appeler effectivement, puisque là, on est en train d'imaginer un conseil diplomatique de bassin versant à Genève, là où justement Genève était le ressort des affaires humaines, de l'économie mondialisée, eh bien, c'est de dire Genève, qui est aussi le puits d'eau de l'Europe, ils ont les 4 sources des plus grands bassins versants d'Europe, entre autres, eh bien, on va dire, bah, à ce moment-là, il faut forcer les États à entretenir des interdépendances, à être des versants unis, à dire l'eau que tu as chez toi, au fond, elle me revient et on est dépendant de cette eau, on est dépendant des conditions. Et effectivement, au lieu que les géographies soient des frontières, les eaux, les montagnes vont redevenir des zones de passage. Et là, il faut réinventer les diplomaties. Et entre autres, on a vu l'une d'entre elles quand les loups sont arrivés. Quand les loups sont arrivés d'Italie et qu'ils ont commencé à intervenir dans les Alpes, puis vers les Pyrénées, puis dans le nord, eh bien, l'Europe s'est dit, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils sont en liberté, eh bien, ils remettent en question les frontières nationales. Mais l'eau va être essentielle et doit remettre en question nos frontières nationales et penser vraiment une politique d'interdépendance. Oui, et puis parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on pense les territoires depuis l'eau, justement, on évite tout le côté de l'enracinement dans un sol qui va avec un espèce de fantasme identitaire. L'idée, c'est l'eau, c'est précisément ce qui circule, et ça veut dire aussi que ça nous met en relation justement d'interdépendance avec d'autres peuples, d'autres territoires. Et du coup, bah, par exemple, si on reprend l'exemple de l'anguille, bah, ça veut dire qu'on est en lien avec les sargasses. Donc, on est en lien avec les Antilles. Et donc, il faut penser ces différentes échelles-là. Donc, aussi partir de l'eau et partir des cycles de l'eau, ça permet de prendre en compte les différentes échelles, à la fois temporelles et spatiales, qui donnent corps à un territoire. Et c'est là où il y a cette dimension, le territoire, il est vivant, si on le pense depuis l'eau, parce qu'il est pris dans cette circulation qui fait que l'eau, c'est ce qui donne vie à l'ensemble des êtres qui cohabitent au sein d'un territoire et qui doivent tenir compte et créer des solidarités à ces différentes échelles. Et alors, pour revenir sur bassin versant et biorégionalisme, effectivement, c'est, on va dire, un processus qui est plutôt qui est né aux États-Unis dans les années 60-70, quand il a fallu repenser euh, le fait de si on doit quitter, enfin, si au fond la ville n'est plus ce lieu d'attraction absolument incroyable qui a demandé l'exil rural, qui a demandé Exactement. un génocide des natifs, hein, comment on réhabite une terre qui, sous nos pieds, a subi un ensemble d'exactions
terrible. Eh bien, il a fallu repenser une manière de dire réhabiter, c'est pas simplement résider, c'est-à-dire dans un lieu anonyme, sans relation, plutôt les villes. Résider, c'est-à-dire contrôler un espace de vie, mais plutôt être poreux. Donc la réhabitation, c'est être poreux dans l'espace, avec les autres vivants, et dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, on habite déjà une terre qui a déjà été habitée. Et donc, on ne fait que réhabiter. Vous voyez, on peut pas, c'est pas un enracinement de toute éternité, ça n'a jamais existé. Même un Corse, il est italien, il est tout ce que vous voulez, yougoslave, j'en sais rien. Tout sauf Corse. Il a toujours été déjà quelqu'un d'autre, un Méditerranéen, quelqu'un qui a circulé et qui est tombé sur ce rocher et qui a été, il y a une hospitalité plus ou moins favorable et il essaie de vivre avec. Eh bien, en fait, la réhabilitation, c'est ça. C'est une tentative de reconsidérer un mode de vie avec un voisinage assez restreint de façon à ce que les voisins humains et autres qu'humains aient un visage et une figure, soient pas des anonymes, soient pas des choses qu'on peut objectiver, qu'on peut désanimer et on réhabite toujours un milieu, hein. Ça, c'est la première chose et la condition de la réhabilitation, c'est s'inscrire dans un bassin versant, c'est-à-dire un bassin versant géographique, en gros, c'est des cimes de montagnes. Les eaux, tombent et ruisselle fait effectivement un ensemble d'affluents vers un fleuve un peu plus gros qui lui-même un exutoire vers une mer ou un océan. Donc ça, c'est géographique. Mais ça ne dit pas la manière de réhabiter un lieu particulier. Et on ne réhabite pas effectivement la Loire, le Puy-de-Dôme, comme on réhabite la Touraine, comme on réhabite la Mayenne, comme on réhabite Nantes. On ne réhabite pas la Loire de la même manière. Merci beaucoup à tous les deux. Merci au public et merci à tous nos visiteurs. Et ben voilà, on vous retrouve dans la prochaine fois de ces sessions de rencontres de l'UBC, un auteur, un livre, et aussi les sessions de l'UBC à l'Académie du Climat. Merci beaucoup.